À peine une semaine après la tenue de l'épreuve de championnat du monde des rallyes, c'est l'heure d'un petit retour en arrière pour la plus fameuse et la plus capricieuse des courses sur route. Pour sa 22e édition, le rallye Monte-Carlo historique roule sur les traces d'un passé qui n'a rien de passéiste, un brin mélancolique sans doute, mais fondamentalement ancré dans la réalité de l'époque. C'est un véritable défi contre le temps, mais qui cette fois se déroule dans les règles du code de la circulation, sur des routes ouvertes et dans le respect des moyennes horaires choisies par les concurrents. Au départ, des véhicules d'époque qui ont tous été sélectionnés par l'organisateur, l'Automobile Club de Monaco, car faisant partie des modèles engagés dans l'épreuve originale en leur temps. Le parcours reprend les grandes classiques du Monte-Carlo dans la Drôme, l'Ardèche et l'arrière-pays azuréen, pour le déroulement des spéciales de régularité à proprement parler. Mais comme à ses origines, le défi débute dans toute l'Europe au départ d'un parcours de concentration qui convergera cette année encore vers le sud de la France. Parmi les nouveautés cette année, un départ depuis Athènes avec au compteur 1497 km de liaison, la capitale grecque qui n'avait pas accueilli le Monte-Carlo depuis 1975. On s'était pourtant élancé des pentes de l'Acropole dès les premières éditions de la course monégasque en 1927. C'est donc un vrai retour aux sources, marqué par un engagement en nombre des équipages grecs, regroupés en un team d'une dizaine de voitures. Une forte représentation qui sera complétée par une quinzaine d'autres véhicules, dont ceux du team des chefs, qui remet le couvert. Avec 2149 km à effectuer, Glasgow est le départ le plus lointain. Et même s'il ne compte que 6 voitures sur le podium, le port écossais a rassemblé une belle assistance, plusieurs centaines de spectateurs, pour voir s'élancer les concurrents qui rejoindront le contingent de Reims après avoir traversé la Manche en ferry. La grande aventure peut commencer. Ces liens profonds et historiques avec la principauté en ont fait une ville de départ du rallye Monte-Carlo. Proche de Francfort en Allemagne, la cité de Badenbourg a été rendue célèbre par son établissement thermal et son casino. Une trentaine de voitures est aux ordres du starter pour un périple de 1165 km. La neige est déjà présente par endroits dans cette région et les engagés le savent, ce n'est qu'un aperçu de l'éventail des conditions qu'ils vont devoir affronter dans les prochains jours. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Un rallye hivernal sans les rigueurs climatiques qui le caractérisent n'aurait sans doute pas la même saveur à leurs yeux. D'abord exposées dans le cloître du Palazzo del Senato, les 65 voitures qui ont pris leur envol depuis la ville de Milan en Italie se sont vues réserver un accueil particulièrement chaleureux et prestigieux par les organisateurs de ce départ transalpin. Décidément, le Monte-Carlo renoue cette année avec son passé. Ce départ à Milan, qui n'a plus vu le rallye moderne depuis 1932, est une première pour l'épreuve historique à l'occasion du 115e anniversaire de l'Automobile Club de Milan. Et c'est d'ailleurs devant le siège du club que sera donné le départ officiel des équipages pour un trajet de 840 km. Ceci avant un passage sur le podium dressé près de la place du Dôme, toujours devant une belle assistance qui a bravé la pluie pour accompagner les concurrents sur les premiers mètres de leur périple. Une autre cathédrale domine le départ français de la concentration, celle de Reims, où l'on couronnait les rois de France, reste un rendez-vous incontournable pour ceux qui ont choisi de s'élancer depuis la Champagne. 940 km devant les roues des 91 autos qui démarrent depuis la Marne, devant un public venu une fois encore en nombre pour admirer le défilé multicolore des carrosseries encore impeccables. Avec une puissance inversement proportionnelle à leur popularité, les Citroën sont à la fête. La Diane et ses 34 chevaux sera vue sur le bord des routes jusqu'à Monaco, ce qui ne sera pas le cas de la seule Amicis engagée cette année, qui devra renoncer prématurément.
Une belle triplette de Vespa 400 s'envolera en essaim depuis la capitale champenoise. 3 microcars aux couleurs françaises, une bleue, une blanche et une rouge. Mais cette armada ne sera pas invincible et va y perdre également une partie de ses équipages. Ce qui n'enlève rien à leur mérite. Claustrophobes, s'abstenir. À l'autre bout de l'Europe, Barcelone se présente sous des cieux plus cléments pour le lancement des 20 voitures qui s'y sont inscrites au départ. Depuis l'Espagne, il faudra traverser les Pyrénées pour rejoindre le point de ralliement des plus de 300 concurrents qui participeront au rallye Monte-Carlo historique cette année. Mais avant cela, le plaisir de franchir une haie d'honneur formée par les spectateurs qui n'ont pas pu résister à l'appel des mécaniques anciennes. La dernière ville, Monte-Carlo, initie également la liaison la plus courte vers le point de départ des premières confrontations sportives. 729 km tout de même, soit une longue nuit et une bonne partie de la matinée suivante à se relayer au volant. Le tout sous une météo qui ne traduit en rien la douceur de vivre habituellement affichée autour du port Hercule. On trouve là quelques anciens vainqueurs de l'épreuve de régularité, des équipages monégasques, chevronnés ou débutants. Le vainqueur du Monte-Carlo en 1988, Bruno Sabi, qui décidément s'est pris au jeu. Et un fort contingent nippon rassemblé sous la bannière du Team Japan. Équipage, véhicules, mais aussi assistance venus du soleil levant et notamment d'une prestigieuse école de techniciens et d'ingénieurs de Tokyo. L'établissement a tout simplement décidé de faire de l'épreuve une sorte d'atelier de travaux pratiques pour la crème de ses élèves, dont le porte-drapeau sera l'ancien vainqueur du Dakar engagé sur une Mitsubishi Colt, Kenjiro Shinozuka. Même la pluie battante ne pourra pas refroidir leur enthousiasme. Le point de convergence de toutes ces ambitions, de ces espoirs et de ces rêves, c'est le village de Buis-les-Baronnies dans le sud de la Drôme, où la place des Platanes commence petit à petit à se remplir des rumeurs du rallye et d'un public venu en profiter malgré un ciel incertain. Au terme d'un parcours de plusieurs centaines de kilomètres, les premiers équipages arrivent enfin. C'est là le point de ralliement de toutes les villes de départ, mais également le point de départ des premières confrontations en abordant les 2 spéciales de régularité qui vont ouvrir les débats. Alors on a la chance d'avoir autour des anciennes tracés, des spéciales du rallye Monte-Carlo et qui offrent la possibilité à tous les concurrents de balayer ces routes magnifiques. Donc on est très très heureux. Alors que l'on quitte la ville natale de Stéphane Mallarmé, c'est une toute autre poésie qu'il va falloir déclamer pour survivre jusqu'au terme de cette journée. 2 zones de régularité restent à parcourir. Les premiers arrivants sont partis de Milan et ce sont eux qui joueront le rôle d'ouvreurs au terme de cette étape. À l'évidence, les conditions ne vont pas leur faciliter la tâche. Affronter les éléments dans la promiscuité d'un habitacle de Sterpuch permet sans doute d'avoir moins froid, mais sous la capote, des modèles découvrables comme la Triumph TR3 ou mieux encore la plus ancienne du plateau cette année, cette TR2 de 1954, le froid et la neige sont plutôt de mauvais augure. Surtout que les dénivelés de la zone et les caprices du temps provoquent une alternance de conditions qui vient ajouter une virgule très flottante dans l'équation de ces premières heures. Pour preuve, alors qu'il neige sur le col du Perty au début de la première ZR, entre Montauban-sur-Louvèze et Saint-André-de-Rozan, on parcourt les derniers kilomètres sous la pluie. Et on va le voir, ces circonstances auront une influence non négligeable sur la hiérarchie de cette ouverture. En attendant, on peut aussi jouir de la succession des styles, des formes et des couleurs dans les épingles qui conduisent les équipages vers l'arrivée. Et dans ce premier défilé bigarré, c'est une Volvo P1800S qui se fait remarquer. Sa ligne originale attire le regard et comme c'est un modèle de fiabilité, elle est taillée sur mesure pour la régularité classique.
Cette voiture date de 1964. C'est la seule qui soit engagée cette année sur le rallye. Et c'est vrai que c'est la voiture du sein de la série et c'est vrai qu'elle est un peu mythique parce qu'on en voit très peu. Ils n'en ont pas fabriqué beaucoup. Cette voiture, elle est solide. C'est une des voitures qui a le record mondial de kilomètres sans encombre. Il y a un Américain qui avait 3 millions de kilomètres avec, donc il a le record. Et conclusion, on ne change pas grand-chose. C'est un moteur en fonte, c'est un gros moteur. Donc il y a des pièces périphériques qui ont été changées, mais pas du tout le moteur. Jamais refait. Après les équipages partis de Milan qui sont déjà dans les zones, c'est Athènes qui pointe à l'entrée depuis les baronnies. Parti cette année de la capitale grecque, le team des chefs, qui regroupe des cuisiniers étoilés de renom notamment, constitue une des formations les plus fidèles à l'épreuve. Un de ses chefs de file, justement Michel Chabran, en est à sa 17e participation au rallye Monte-Carlo historique. Ce départ d'Athènes, pour moi, c'est quelque chose de mythique, parce que ça fait 44 ans, on nous l'a dit, moi je ne me souvenais pas depuis quand c'était parti d'Athènes, mais c'était fabuleux quand on voit l'acropole, le Parthénon au-dessus, on a eu beaucoup de chance. Ces gens, ils ont tellement envie de montrer leur pays, vraiment, ils étaient vraiment aux anges qu'on aille les voir, et ils sont vraiment bien occupés de nous, ça a été un très bon moment. Et ça fait aussi partie des charmes de l'épreuve pour les concurrents. Sans doute moins avenante, la spéciale de régularité suivante entre la Motte-Chalancon et Saint-Nazaire-le-Désert confirme bien la tendance. Le terrain est miné, parsemé de pièges sur les versants ombragés, saupoudré de neige par endroits, dont la consistance tourne à la soupe au fil des passages. Respecter la moyenne imposée sur ces routes sinueuses et dans ces conditions reste un véritable exercice de pilotage qui parfois met à mal bien des pronostics. On peut passer en quelques minutes d'une route à peine humide à une patinoire en fonction des caprices des cieux, mais aussi de l'ordre de passage dans les difficultés. Flanqué du numéro 1 à l'occasion de sa 20e participation, Jean-Pierre Coppola reste un des plus expérimentés du plateau et il ne boude pas son plaisir. La CM m'a gâté. Et c'est un grand plaisir pour mes 20 ans de Monte-Carlo historique. C'est une grande récompense et je les en remercie. Pour nous, une alpine, il faut que ça glisse et puis ça permet de partager avec tous les fans qui aiment voir passer une berlinette comme ça se faisait à l'époque. Malgré qu'on n'ait pas les mêmes pneus, mais on se fait plaisir. Et on vient de loin pour en profiter à l'image de ces équipages japonais sur Toyota Celica et Datsun 240Z qui ont bravé toutes les difficultés et les milliers de kilomètres qui séparent Tokyo de Reims, leur ville de départ, pour venir se frotter à la légende du Monte-Carlo. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que la renommée du rallye dépasse de loin le cadre des frontières européennes. Exotique dans un autre registre, la présence de certains modèles si proches et si lointains à la fois. Une délégation russe des mythiques Volga, issue des chaînes soviétiques de la marque Gaz, de retour sur les routes du Monte-Carlo. Presque oubliée et en même temps si présente, la Diane, présence que l'on pourrait juger incongrue dans le cadre d'une course, et pourtant ce modèle a bel et bien participé au rallye Monte-Carlo. Tout comme les amusantes Vespa 400, dont il ne reste plus que 2 exemplaires en course, et qui sont sans conteste les plus petites voitures engagées dans l'épreuve. Un pan d'histoire méconnu enfin avec l'Alfa Romeo Dauphine, produite pendant 7 ans sous licence en Italie. Elle reste un des premiers symboles de la naissance de la communauté économique européenne à la fin des années 50, en raison de la collaboration des 2 régies nationales, françaises et italiennes. Dans ces 2 premières zones de régularité, les quelques 320 concurrents engagés cette année se succèdent dans l'ordre de leur ville de départ. On a vu Milan, puis Athènes, Reims, Badembourg, Barcelone et Monaco ferment la marche jusqu'au crépuscule. Entre chien et loup, 2 équipages, partis de Monaco, se glissent discrètement en tête du rallye.
Les Polonais, père et fils, Ladislav et Andrzej Postawka, sont ce premier soir deuxième aux commandes d'une Zastava 101 spéciale de 1979, un équipage qui avait terminé sur le podium l'an dernier. Les leaders des premières heures, ce sont Michel Badoza et Mogens Reidel, qui participent ensemble pour la troisième fois au Monte-Carlo historique et placent leur Renault 8 aux avant-postes avant l'arrivée sur Valence. D'ailleurs, cette année, le point de ralliement valentinois sera le stade Georges Pompidou et non le Champ de Mars, comme de tradition. Face au risque de manifestation dans le centre-ville, décision a été prise de migrer vers le nord de l'agglomération. Prouesse des services de la municipalité qui ont remonté le village et toutes les installations du parc fermé en un temps record. Ce qui a garanti le bon déroulement de l'événement et n'a pas empêché le public, toujours fervent et assidu à Valence, de venir se délecter de l'ambiance du parc de cette fin d'étape de concentration. Ce premier volet de la course a été épuisant pour les équipes et les mécaniques qui vont pouvoir profiter d'une nuit de repos avant de se lancer dans l'étape de classement dès le lendemain matin. Ce dimanche, le programme est chargé. 4 zones de régularité sont au menu, et pas des moindres. Parmi elles, les mythiques Burzet et Saint-Bonnet-le-Froid, mais en ouverture, c'est un passage par Entraigues qui va rythmer la matinée avec près de 60 km de zones tourmentées où le vent des plateaux ardéchois, la burle, secoue sans ménagement les forêts de châtaigniers. Ce matin, les concurrents qui devaient adopter une moyenne unifiée pendant l'étape de concentration ont eu le choix de s'engager sur l'un des 3 types de moyenne horaire, une haute, une intermédiaire et une basse, à conserver et respecter jusqu'à l'arrivée finale. Disputée sur le sec, cette spéciale met en avant la Porsche 911 du Norvégien Peter Granerud qui se montre le plus efficace parmi les engagés en moyenne haute. Sa récompense, comme celle de tous les concurrents, sera un bref arrêt à la remise, le point de passage obligé de tout fan de rallye qui a commencé dans les années 60 à distribuer des tartes aux pommes et un verre d'eau de valse et respecte depuis cette tradition familiale qui a évolué à travers les éditions. Ce qui a changé, c'est que maintenant les pilotes rentrent à l'intérieur de façon à voir ce petit musée vivant du rallye que j'ai fait, cette histoire que je raconte à travers les photos et l'article. Et voilà. Pour eux, c'est certains qui n'ont jamais fait le grand rallye, mais s'arrêter à la remise pour partager un petit moment convivial en mangeant cette tarte-là, le mec il se dit je suis comme Walter Orl ou André ou Darniche ou Michel Mouton ou Bruno Sabi, ou voilà quoi. Il est heureux. Ce point stop pour eux, c'est important. D'autant plus important qu'il permet en plus de se tenir au courant des dernières nouvelles du rallye. Les équipages se préparaient à affronter la prochaine zone de régularité entre Burzet et la Champ-Raphaël, mais ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La météo, comme ça arrive parfois dans ce secteur, se montre très inamicale. La burle est omniprésente et en altitude, elle se transforme en tempête de neige, rendant les routes impraticables, même pour les véhicules d'intervention. On s'était renseigné hier justement pour savoir quelle était la tendance, et la tendance n'était pas bonne. La tendance était plus de vent, plus de neige, et là malheureusement il est impossible de déneiger le plateau du Burzet, et je pense que ça sera pareil aussi sur l'épreuve suivante qui est à Saint-Bonnet-le-Froid. J'ai personnellement eu le maire de Saint-Bonnet-le-Froid qui m'a dit que les conditions étaient exceptionnelles. Donc on va malheureusement se résoudre à ne pas envoyer les concurrents dans le Burzet, qui est une épreuve qui a déjà une longue histoire de blocage. Direction d'abord Mézillac, qui est à la limite du plateau ardéchois, et puis après on redescend sur le Cheylard pour rejoindre Saint-Agrève, mais ça va pas être de la tarte. Oui, c'est le cas de le dire, après le passage à la remise, la place du marché de Saint-Agrève devient le refuge de ceux qui ont pu se hisser jusque-là. Température polaire, chute de neige, tout le monde espérait ce genre de conditions idéales pour un Monte-Carlo. Mais les éléments n'ont pas fait dans la demi-mesure et cela devient une question de sécurité indiscutable. Pour cette raison, une troisième et dernière zone de régularité sera annulée et le parcours initial est donc remplacé par une liaison pour diriger la caravane du rallye vers le contrôle horaire de Tournon-sur-Rhône où l'habituelle communion avec le public a bien lieu malgré les circonstances, avant de rejoindre le parc fermé de Valence, où les concurrents retrouvent encore une foule de passionnés, également omniprésente sur le bord des routes.
Ce soir, c'est la fin de l'étape de classement et les équipages se voient donc attribuer un ordre de départ pour disputer l'étape commune qui débute le lendemain matin. Moyenne haute, puis intermédiaire et basse, s'élanceront sur la route dans l'ordre de leur numéro de départ apposé sur le pare-brise. Deuxième l'an dernier à bord de leur Golf GTI, les Grecs Delaportas et Moustakas seront parmi les premiers à s'élancer, plutôt une bonne nouvelle. Ça nous plaît quand même, c'est un jeu. Et oui, on a l'avantage il y a un avantage qu'on ne risque pas trop d'avoir des problèmes devant nous, d'autres voitures, et voilà. En position d'ouvreur, les occupants de cette Lancia Beta Monte Carlo, qui ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée de partir les premiers, d'autant que les conditions de route restent périlleuses. On attendait la neige avec impatience et finalement elle est arrivée. Mais on n'a pas pu en profiter. Je pense qu'il en est prévu également demain, donc on va pouvoir utiliser nos pneus cloutés. Partir en premier, c'est sans doute pas l'idéal. Il faudra avoir l'œil bien ouvert, même si on va démarrer à 6h du matin. La 7e zone de régularité entre le col de Gaudissart et la cime du Mât passe par le col de l'Écharasson et le col de Cary. Pour les équipages et pour le public qui, dès Potron miné, partent à l'assaut des spéciales, c'est un rêve de Monte Carlo. On a rarement vu de telles conditions ces dernières années, et là, même pour maintenir une moyenne sensiblement inférieure à 50 km/h, l'exercice de pilotage est complet. L'Italien Giorgio Schon, au volant de sa Lancia Monte Carlo, avait des raisons de se méfier de cette journée. Parti en pointe dans ce secteur, on le retrouve en naufragé de la route quelques minutes plus tard à mi-spécial, planté dans un mur de neige de plus d'1 mètre de haut. Parmi les binômes chevronnés qui abordent le front de cette difficulté, il y a les Français Raymond Durand et Sébastien Scholl sur une Opel Kadett GTE de 1977. Et en se glissant dans l'habitacle de l'Allemande, on comprend vite toute la difficulté de l'exercice. 38 d'avance, prends-en pas plus, c'est pas la peine. Quand on aura gazé ici, ça peut-être se suffisait. Et l'épingle aux gens. Allez, 50 d'avance avant l'épingle, 59, 60 d'avance avant l'épingle, 57. Et on va retomber à 30, 20 d'avance, 16 d'avance, bon, tu regardes, 8 d'avance, 4, 2 d'avance, 0, 3 de retard, 3, 2 de retard, 2 de retard, là tu te recales, 1 de retard, 0, 0. Gérer le respect de la moyenne imposée nécessite une mobilisation permanente de l'équipage. Concentré, on l'est forcément, mais en connaissant la route depuis le temps qu'on les pratique, on arrive à lever les yeux et à regarder ce qu'on fait et puis à saluer les spectateurs et à leur faire plaisir. Souhaiter la neige, on l'a eu. Après, elle a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, mais bon, c'est des routes qui sont choisies pour qu'il y ait du spectacle, et spectacle qu'il devait y en avoir. L'épreuve suivante entre le col de l'Arzelier et Saint-Michel-des-Portes, longue de 29 km, est également disputée sur route enneigée. Le festival de glisse est donc loin d'être terminé, même si évidemment la situation évolue au fil des passages. On retrouve là Antonio Sainz, le pilote espagnol, a choisi pour cette 22e édition cette Porsche 912 pour rouler sur ses propres traces et sur celle de son frère, vainqueur à Monte Carlo à 3 reprises et 2 fois champion du monde des rallyes.
Le légendaire pilote américain John Buffum a également choisi de revenir sur les lieux de sa première participation en 1969 avec le même modèle, une Porsche 911T. Il a été pas moins de 11 fois champion des États-Unis des rallyes et compte plus d'une centaine de victoires. Malheureusement, il devra abandonner avant le retour sur Monaco. Au fil des passages depuis le début de cette journée, l'épaisseur de neige et de glace diminue, mais cela ne signifie pas pour autant que la progression des équipages en devient plus facile. Cette Lancia Fulvia, dirigée par Marco Leva et Maurizio Gandolfo, en est témoin. L'équipage aborde parfaitement ce revêtement changeant, mais devant eux, d'autres concurrents en perdition font bouchon. Et c'est aussi un des paramètres à gérer sur ces épreuves qui se déroulent, rappelons-le, sur route ouverte. Outre les petites galères rencontrées sur le parcours, il faut bien se rendre à l'évidence. C'est une belle journée qui commence pour les participants à ce 22e rallye Monte-Carlo historique. Le paysage est idyllique et tout se déroule dans des conditions rêvées. Sur un joli tapis de neige et sous un soleil resplendissant, on peut en juger facilement à bord de la Skoda 130 RS des Tchèques Karel Mák et Jan Blaha. Ce sont à présent les voitures engagées en moyenne intermédiaire et en moyenne basse qui abordent les premières difficultés du jour. Et comme le soleil s'est levé, les difficultés, elles fondent un peu comme neige au soleil. Les éditions précédentes l'ont prouvé, on peut encore s'attendre à quelques surprises de la part des gros numéros. Derniers sur la route, ils peuvent très bien se confirmer parmi les meilleurs au classement général. Et c'est le cas pour les leaders de la veille qui ne se sont pas mis en danger à cet instant. La mainmise du trio de tête et le leadership de la Renault 8 de Michel Badoza ne fait que se confirmer au fil des heures. Avec une voiture sur la route toutes les minutes et plus de 300 concurrents encore en course, ce sont près de 5 heures d'un défilé ininterrompu sur les routes du Vercors. Une procession chamarrée et polymorphe, voire même polyphonique, en fonction du nombre de cylindres, de leur disposition et de leur volume. Alors que le dernier groupe est en pleine confrontation avec les Charassons et le Cari, le premier tiers du plateau est forcé de zapper la spéciale de la Chichiliane, annulée à cause de forts risques d'avalanche. Et on passe donc directement à la 10e zone de régularité qui se déroule sur les 24 km séparant le mémorial de Vassieux en Vercors du village de Bouvante-le-Bas. Une zone, disons, plus civilisée, plus propre également et beaucoup moins sinueuse que les deux précédentes et donc moins propice aux coups d'éclat et aux grands écarts de performance entre les potentiels leaders. L'occasion de se concentrer sur l'équipage vétéran de cette 22e édition. À bord de cette Citroën SM de 1972, deux grandes figures du rallye, Bob Néré et Claude Laurent, disputent officiellement leur dernier Monte-Carlo. Bon pied bon oeil, ils totalisent à eux deux près d'un siècle d'expérience sur les épreuves routières les plus prestigieuses. L'occasion aussi de suivre les évolutions de la Coupe des Dames où la coccinelle 1300 des Norvégiennes Torild et Tine Alre est pointée en tête, car son équipage de charme a fait des merveilles sur les routes enneigées de ces deux premières journées et devance assez largement ses principales concurrentes. Contrôle horaire en début d'après-midi à Saint-Jean-en-Royans avant de parcourir la liaison vers le parc fermé de Valence. Ce haut lieu du Monte-Carlo est l'occasion de retrouver les équipages de pointe de la moyenne haute. Parmi les malchanceux de cette matinée, Bruno Sabi garde le sourire. On se bat quand même pour faire un rallye et retrouver tous nos fidèles supporters, les passionnés, les nostalgiques des Monte-Carlo d'autrefois. On revient dans des régions où on a vécu des moments forts, donc on vit quelque chose d'exceptionnel quand même si ça ne se passe pas comme on veut. Vainqueur de l'historique en 2017, le Belge Michel de Crémer a connu lui aussi un début d'épreuve difficile. Il est depuis en pleine reconquête et remonte au général jusqu'à figurer dans le top 10. C'était fantastique sur la neige ici, on s'est régalé. Toutes les trois spéciales qu'on a fait ici aujourd'hui, la deuxième spéciale, on a fait le 4e temps des moyennes hautes. On s'est régalé des glissades sans fin, comme ça, dans un riff, on se croyait en Suède pour faire un rallye du championnat du monde. Là. Magnifique, magnifique, magnifique.
On était, je crois 32e le premier jour, où il y a quand même eu deux choses. La tempête de neige qui a favorisé énormément ceux qui étaient partis de Milan et d'Athènes. Bon, c'est un fait de course, c'est pareil pour tout le monde. Et puis les prises de temps étaient, d'après nous, on est passé en avance comme beaucoup de gens le premier jour. À partir du deuxième jour, le problème était résolu. Donc l'effet cumulé de ces deux facteurs nous a remis à la 32e place le premier jour et maintenant on remonte. Victorieux en 2015 sur une Golf, l'Italien Piero Lorenzo Zanchi, au volant d'une Lancia Fulvia de 1969, est lui aussi plutôt bien placé en cette fin d'étape dans le peloton de tête des moyennes hautes. Le rallye est particulièrement difficile cette année parce qu'il y a beaucoup de neige, mais aussi une alternance de neige et d'asphalte qui rend les choix de pneus encore plus importants. Les qualités de cette voiture sont pourtant indéniables, tout est à l'avant, le moteur et la traction, ce qui lui donne beaucoup d'efficacité. Et comme l'arrière est très léger, il suit sans défaut les commandes du pilote. Alors, lorsque l'adhérence est faible, le comportement de la voiture devient proche de celui d'une propulsion ou encore d'une 4 roues motrices. Ça ressemble à tout sauf à une traction avant classique. Elle est très facile à conduire. Le plus efficace des équipages de cette moyenne haute est pour l'instant celui de cette Porsche 911 SC de 1978, Ghislain et Guillaume Gobert, encore une histoire de famille qui conjugue la passion du rallye. Nous on se régale, on prend beaucoup de plaisir. Le rallye a un tracé avec des routes larges, ce qui va bien pour cette voiture parce que quand c'est étroit comme les Charassons ce matin c'était un peu... Après quand ça s'élargit ça va nous voir beaucoup mieux. Quoi. Et donc voilà, on a une bonne motricité, une bonne voiture et on se fait plaisir. On fait des grandes glisses. J'ai dit il manque plus que les violons par moment. Oui, sauf que c'est une autre musique quand il s'agit de redémarrer. La Porsche fait son caprice et oblige ses occupants à repartir à la poussette vers le pointage. Elle finira par bien vouloir démarrer puis transporter ses hommes vers Valence. Rien de bien grave, c'est vrai, tout au plus quelques anecdotes à raconter, avec le sourire aux lèvres, malgré tout omniprésent sur les visages. Pour Bruno Sabi, engagé avec un groupe de copains, plus que le résultat final, c'est l'expérience qui compte. Et dans ce domaine, la Renault 8 Gordini en est une toute nouvelle. C'est ça l'intérêt de cette discipline des rallyes historiques, c'est qu'on peut rouler avec des voitures qu'on n'a jamais pilotées. Elles ont été rares d'ailleurs, celles que je n'ai pas pilotées dans ma carrière. La 8 Gordini en fait partie. Je suis content d'avoir fait cette édition avec cette voiture parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ceux qui ont fait des exploits avec cette voiture avaient bien du mérite. Avec beaucoup de nostalgie, tout ça. Et puis nous, c'est principalement pour mon association Espoir Isaac contre le cancer qu'on fait cette édition-là, avec une voiture qui a appartenu à un de mes anciens mécaniciens qu'on a perdu il y a 1 an. Donc c'est la bande de copains qui, en mémoire de tout ça, on continue quoi qu'il arrive. Tout l'esprit du rallye résumé en quelques mots, alors que les premiers équipages pointent à l'entrée du parc fermé de Valence. Rien n'est encore joué dans les différents classements de l'épreuve. On se prépare à présent à descendre vers Monaco dès le lendemain matin. Il reste encore de gros morceaux avant de conclure cette 22e édition du rallye Monte-Carlo historique. Même si peu ont été épargnés par les fortunes de route, des plus chevronnés aux plus débutants, voire les deux en même temps. Ça se passait bien, mais on a vécu ce matin la parfaite illustration qu'on peut aller bien, puis tout d'un coup que ça aille mal. On avait un souci de pneus neige dont on n'avait plus assez en quantité. On a mis des pneus du commerce classique et on a pris 2500 points d'un coup parce qu'on n'avait pas de motricité du tout. On a accumulé jusqu'à 30 secondes de retard et on n'a jamais réussi, en tout cas jusqu'à la sortie de la petite route de l'Écharason, à les rattraper. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc on est passé d'une jolie 20e place ou 21e place, on est 61e ou quelque chose comme ça maintenant. Donc on va s'employer pour essayer de remonter puis se faire une bonne expérience pour l'année prochaine parce que bien sûr on va essayer de revenir. Le rallye est pourtant encore loin d'être terminé qu'on pense déjà à la prochaine édition. C'est le cas aussi pour l'équipage de cette Triumph TR4 de 1961. Bernard Northmore et David Stanley mènent le classement des équipages britanniques après avoir occupé une très belle 21e place la veille, tout en reconnaissant quelques difficultés sur la neige de cette matinée. On a 1 ou 2 problèmes avec la voiture, on perd un peu d'huile mais rien de bien inquiétant, tout est à peu près ok. J'ai fait le rallye avec une Hiley 3000 qui est bien plus lourde. Celle-là, en étant plus légère, est aussi plus facile à contrôler. Avec la neige dans les Charassons, on a perdu pas mal de points, mais les autres spéciales se sont bien déroulées.
Les premiers sont déjà au repos, les derniers toujours en quête de la moyenne idéale. Le jeu des ordres de départ, du choix des vitesses moyennes à respecter et des différents incidents de route parfois, le trio de tête a légèrement évolué en cette avant-dernière soirée de rallye, mais il reste le monopole des moyennes intermédiaires. La Fiat Ritmo des Italiens Alessio De Angelis et Sergio Sisti occupe la 3e place à l'issue du 10e chrono avec 420 points de retard. Derrière la Lancia Fulvia de leurs compatriotes Massimo Canella et Nicola Arena à 310 points des leaders. Toujours en tête l'équipage franco-danois formé par Michel Badoza et Mogens Reidel qui décidément sont les auteurs d'un parcours exemplaire. Reste pour tous à rentrer petit à petit vers la capitale dromoise que l'on quittera le lendemain matin pour prendre la direction de la principauté de Monaco. Progressivement, la luminosité et la température baissent sur les reliefs du Vercors, et si le retour vers Valence semble être une promenade de santé, il n'en est rien. L'équipage de la Datsun numéro 23 est là pour le prouver. Koichi Nagase et Totsumo Hayashi en seront quittes pour digérer une belle frayeur et attendre patiemment la dépanneuse dans le froid. C'est ainsi que le rallye se termine, durement, pour le binôme japonais. Au matin de la dernière journée, 3 épreuves seront disputées avant le parc fermé de Monaco. La première entre Saint-Nazaire-le-Désert et Gumiane totalise un peu moins d'une trentaine de kilomètres et les pièges n'y sont pas absents, surtout pour ceux qui y passent au petit matin, comme l'équipage de Monaco Nicolas Milanesio et Mathieu Badier sur une Golf GTI. C'est leur première expérience au Monte-Carlo historique, ils ont choisi de porter les couleurs de la fondation Cédric et Christophe Lojac. Il faut se méfier des restes de neige qui jonchent le parcours, surveiller aussi les reflets de la route dans les zones ombragées où le gel peut avoir préparé quelques surprises pendant la nuit. La zone de régularité suivante fait également partie des classiques Verclause-Laborel, 27 km, plus clair et plus simple à aborder, ce qui permet aux pilotes de se libérer un peu de la pression imposée ces derniers jours par les multiples risques d'erreur induits par l'état des routes. Une des stars de cette édition est le pilote japonais Kenjiro Shinozuka. L'ancien vainqueur du Dakar était déjà là en 2018 et de façon assez surprenante dans le cadre scolaire d'un atelier de travaux pratiques pour ingénieurs de haute volée. Notre équipe représente l'université de Tokyo. C'est une des meilleures universités au Japon pour la formation d'ingénieurs et de techniciens de très haut niveau. Ce sont des gens très intelligents. Mais jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'étudier et ils ne disposent pas d'une expérience pratique. C'est pour cette raison qu'en les faisant participer au rallye, l'école compte les aguerrir dans beaucoup de domaines. L'équipe est partie avec 4 marques de voitures différentes. C'est donc un exercice difficile pour eux, d'autant qu'on ne dispose pas de beaucoup de pièces de rechange et qu'ils ne savent parfois pas comment les réparer. Mais c'est loin d'être seulement une distraction pour eux. C'est un vrai parcours universitaire qui figurera dans leur curriculum d'étudiants. Et je crois que c'est une très bonne expérience.
Les Allemandes Barbara Ziegler et Franziska Mayer ont occupé la tête de la Coupe des Dames avant de passer le relais aux Norvégiennes Tine et Torrid Hallre, dont la coccinelle semblait impossible à concurrencer, même par les tenantes du titre. Mais la mécanique et la chance peuvent renverser toutes les certitudes en rallye, et ce soir c'est le cas. Les Nordiques doivent renoncer à une victoire qui leur semblait promise. La copilote est venue l'annoncer à Steffi Edelhoff et Birgit Binder. On roulait seulement sur 3 cylindres. On a perdu beaucoup de puissance. C'est pour ça que nos résultats n'étaient pas terribles aujourd'hui, malgré le fait que les routes étaient plus faciles. On a pris un tas de points de pénalité car on manquait de puissance. On s'est arrêté pour essayer de résoudre le problème avec notre équipe et ils nous ont dit qu'on devait s'arrêter tout de suite car on risquait de casser le moteur en continuant comme ça. Maintenant, je vais aller dormir. Voilà donc notre équipage féminin, déjà 7 fois vainqueur de la Coupe des Dames, en route vers un nouveau succès. Si le rallye peut être une excellente classe d'improvisation et de système D pour les techniciens, il reste avant tout et pour tous une grande école de modestie et d'abnégation. Départ et arrivée à Entrevaux pour la 13e spéciale de régularité, une boucle qui monte et qui descend en passant par le col de Féline, disputé sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur. Après 4 jours de déluge blanc, le changement est apprécié, 15 km sur route majoritairement sèche, qui redonne du baume au cœur des moyennes hautes. Ghislain et Guillaume Gobert, qui ont réussi à maintenir leur Porsche 911 SC aux avant-postes, les Polonais Miller et Orzekowski sur une Fiat X19 en 2e position, les anciens vainqueurs Zanki et Agnese, 3e aux commandes de cette Lancia Fulvia, et les Norvégiens Granerud et Lie, qui occupent la 4e place de la catégorie. Voici le classement des plus rapides, alors qu'on se dirige cette fois directement vers le parc fermé de Monaco. Rejoindre la principauté reste l'objectif prioritaire de la majorité des concurrents. Parce que cela signifie déjà que mécanique et humain ont réussi à tenir jusque-là. Mais cette fin est également un moyen de participer à la longue et fameuse dernière soirée. Après quelques heures de repos, les équipages auront encore 2 zones de régularité à effectuer de nuit. 143 km, dont 55 sous le chronomètre, sur des routes qui sont souvent le théâtre de révolutions au classement final. Mais avant de penser à la suite, profitons de l'instant présent et de ce podium prestigieux, de ce parc fermé où tout le rallye se retrouve autour des voitures, où les spectateurs sont les bienvenus pour admirer de près les hommes forts de cette édition. Mogens Reidel et Michel Badoza, talonnés par les Italiens Alessio De Angelis et Sergio Sisti, visiblement contents d'être là au terme d'une belle progression au classement. Massimo Canella et Nicolas Arena en embuscade avant de partir pour l'ultime confrontation. Ce sera vraiment difficile pour moi car c'est la première fois que je participe à cette épreuve. Jusqu'à présent, je me suis bien amusé et grâce à mon fidèle Nicolas, nous avons réussi à arriver ici en très bonne position. Accueillis chaleureusement pendant les premiers jours dans les villages et les villes-étapes, c'est ce soir l'Automobile Club de Monaco qui, à son tour, devient l'hôte de ses plus de 600 concurrents qui restent en course. Buffet, musique, histoire de rallye sont au menu pour une soirée dédiée au partage et à la convivialité. Une veillée d'armes en fait, avant de reprendre le chemin d'un front pacifique et humaniste au cœur de la nuit du Turini. Sous les ordres du directeur de la Société des Bains de Mer,
Partenaire inconditionnel des épreuves monégasques, c'est de 30 secondes en 30 secondes que les engagés passent sur le podium de départ. Moyenne haute d'abord, puis les intermédiaires et enfin les moyennes basses. Une chose d'ores et déjà est certaine, il faudra attendre tard, presque au petit matin, pour connaître les noms des vainqueurs de ce millésime 2019. Pour le 14e secteur de régularité, ce sont d'abord 35 km à parcourir entre le col de Brosse et la Bolène-Vésubie. Peracava et le col de Turigny en seront les points d'orgue. Ensuite, Lantosque-Lucéram sur 20 km avec le passage au col de Porte et l'obligation de rester en alerte jusqu'au bout de cette ultime spéciale sous peine de tomber dans un de ces nombreux traquenards. Près de 2 heures après les premiers, ce sont les leaders du général qui s'élancent. On s'attend à un combat final à 3 entre les équipes transalpines toujours embusquées à moins de 650 points et les occupants de cette Renault 8 qui mène la vie dure à tout le monde depuis maintenant 5 jours. Encore faudra-t-il ne pas se tromper de stratégie. Je ne crains pas spécialement un truc, sauf le Turigny parce que je connais. Il n'y a pas beaucoup de marge en cas d'erreur de trajectoire, de glissade. La sanction, c'est un peu comme le Grand Prix de Monaco, quoi. Hein. Vous faites un écart, de suite c'est le rocher, c'est le parapet et on reste sur place. Et il y a beaucoup de paramètres à gérer, la glace, la fatigue, la pression. J'espère que vous serez aussi nombreux à venir me voir dans quelques heures. Alors il faudra rester incisif tout en étant raisonnable, une schizophrénie où réside toute la difficulté de ce final. Les conditions sèches ne signifient pas que tout est facile, c'est l'inverse. Avec leur Lancia Stratos, les vainqueurs 2016, Daniele Perfetti et Ronnie Kessel, s'offrent le Turigny. Les Grecs de la Portas et Moutakas gagnent l'ultime spéciale à Lucéram, c'est en quelque sorte la revanche des moyennes hautes. La Golf GTI numéro 9 était pilotée pour la première fois au Monte-Carlo par Olivier Campana et copilotée par son épouse Lydia. Il reste comme le meilleur équipage monégasque de cette édition. 8e victoire dans la Coupe des Dames pour Steffi Edelhoff et Birgit Binder. Au classement général maintenant, la 7e place revient à Raymond Durand et Sébastien Scholl. Peter Granerud et Marianne Lié terminent au 6e rang. Ghislain et Guillaume Gobert sont 5e au final. Une Jaguar XK150 issue du contingent des moyennes basses est menée de main de maître par Karolis Raizis et Ilya Zakmans se glisse à la 4e place absolue. Reste maintenant à définir l'ordre sur le podium et là, ce sont les circonstances qui vont dicter en partie leur loi. Parti en 2e position de Monaco, Massimo Canella rencontre quelques difficultés qui se matérialisent par la présence d'un concurrent plus lent devant lui et qu'il rattrape très rapidement. Gerd Pfund et sa grosse Mercedes sont à la peine sur cette route de montagne sinueuse et étroite, et il leur est bien difficile de laisser un passage sans se mettre en danger. Les formes généreuses de l'Allemande n'arrangent rien à la chose, et la Lancia Fulvia reste donc coincée de longues minutes derrière sa devancière sur le parcours. Dans la descente vers la Bolène, elle finit par pouvoir doubler, mais le mal est fait. La Fiat Ritmo, qui était dans son sillage, au scratch, a pris l'avantage et s'installe en 2e position finale. Dans la 14e ZR, la route était particulièrement enneigée et glacée, ce qui m'a permis de revenir sur lui. C'est une satisfaction d'emmener une si petite Ritmo à une si belle place. Atypique jusqu'au bout, cette édition du Monte-Carlo historique couronne donc un équipage qui a pris les rênes de la course dès les premiers mètres et sans jamais quitter la première place du début à la fin. Michel Badoza et Mogens Reidel qui n'y croyaient pas encore sur le podium final. J'ai du mal à réaliser, pour moi c'était déjà participer il y a 5 ans, c'était un aboutissement. Tout a fonctionné, la voiture marchait impeccable, le matériel aussi, le copilote aussi. Puis moi j'ai pas fait d'erreur, donc voilà, mis ça bout à bout, tout allait bien quoi. Et j'avais dit il y a 2-3 ans,
quand j'ai vu les voitures sur le podium, un jour il y aura une R8 là-haut. Beaucoup rigolaient, mais ils rigolent plus ce soir. Enfin si, ils rigolent parce que c'est des copains, mais ils devaient me prendre pour un fou. Un fou bien normal parmi les autres fous, car il faut avoir un petit grain pour se lancer dans une telle aventure, surtout dans les conditions qui se sont imposées aux concurrents sur le parcours de ce 22e rallye de régularité, historique à bien des titres. Sous les ors de la salle des étoiles du Monte Carlo Sporting Club, où se déroule traditionnellement la remise des prix, beaucoup avaient le sentiment d'avoir vécu une épreuve exceptionnelle. Chacun y apportera sa touche, son anecdote personnelle, l'expérience d'un moment de grâce ou de misère, mais tous se souviendront à jamais d'avoir été là, d'avoir participé au mythe, d'avoir ajouté une petite pierre à une légende qui se construit année après année. Traditionnel et pourtant en mutation permanente, le rallye Monte Carlo historique reviendra dans 12 mois pour sa 23e édition.